Bien. Alors, en ouverture de ce propos, je veux d'abord remercier bien évidemment toutes les personnes là qui contribuent à ce que cette UP ait lieu. Hein. Et puis, je voudrais remercier Maude pour son ouverture qui constitue un très bon tremplin pour ouvrir la question donc des nouvelles technologies et des défis que cela nous pose. Je voudrais peut-être rajouter que la question du lien se retrouve aussi dans des niveaux, comment dire, très élaborés, comme la question, par exemple, des constructions sociales et des constructions institutionnelles. Par exemple, la démocratie, hein, c'est du lien social. Et donc, c'est très important de penser ce sujet du niveau le plus microscopique, hein, celui du lien interpersonnel, au niveau le plus macroscopique, qui est celui de la construction et de l'organisation des sociétés humaines. Alors, la première chose que je voudrais dire, hein, qui est une évidence, c'est que les technologies numériques sont omniprésentes dans notre société et elles semblent à l'origine d'une profonde mutation sociale. Alors, je vous présente là, mais ne lisez pas ça en détail, un espèce d'historique hein, sur l'évolution des technologies numériques depuis les années 50, hein, où on a vu apparaître le premier ordinateur, aux années 70, où des robots ont commencé à se substituer aux hommes dans les usines, dans la production, au développement de l'Internet haut débit, années 2000, des smartphones, année 2007, puis de l'intelligence artificielle, conversationnelle et générationnelle, et particulièrement, puisque c'est emblématique, ChatGPT en 2022. Alors pourquoi je vous fais cette liste, et puis on pourrait bien évidemment la compléter? Eh bien c'est parce qu'on voit, si vous voulez, la vitesse à laquelle l'évolution technologique se fait. Or, c'est un véritable souci. Il y a des philosophes, des anthropologues qui ont réfléchi sur les hybridations entre société humaine et technologie. Et il s'avère que depuis la nuit des temps, en fait, eh bien, l'homme je dirais, a construit des objets technologiques qui ont profondément modifié ses structures sociales et institutionnelles. Alors, vous pouvez lire un auteur, un philosophe comme Bernard Stiegler, qui réfléchit beaucoup sur ces questions. Et il s'appuie sur un historien, anthropologue, Emmanuel Ladurie, que vous connaissez probablement, et qui a beaucoup travaillé justement sur les sociétés primitives humaines. Et on peut voir, par exemple, à titre d'exemple, hein, qu'il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années pour que l'homme passe de la pierre taillée à la création de silex, qui étaient des véritables rasoirs. Mais au bout de ces centaines de milliers d'années, lorsqu'il est arrivé à la création de ce silex, qui était un véritable rasoir, il a créé des flèches qui allaient à 250 km/h, et il est devenu le plus grand prédateur sur Terre. Et donc, on voit au travers de cet exemple hein, combien l'homme, armé de technologie, modifie à la fois son environnement et modifie aussi ses organisations sociales. D'ailleurs, en géologie, hein, aujourd'hui, on parle d'une ère qui s'appelle l'Anthropocène. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des ères glaciaires, etc., qui comptent. C'est que l'ère dans laquelle on est, eh bien, c'est une ère où l'homme a complètement modifié son environnement. D'où le terme d'Anthropocène. Alors, Bernard Stiegler nous alerte sur un fait, c'est que les évolutions technologiques sont de plus en plus rapides. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est probablement qu'on est en train de perdre la maîtrise des objets technologiques que l'on crée.
Lui, il situe cela à partir de la Première Guerre mondiale. Mais quand on voit le problème écologique, on comprend bien qu'effectivement, on ne sait pas par quel bout le prendre. Il n'y a pas de marche arrière possible. Et donc, je ne sais pas quel sera le chemin, mais on voit bien cette forme d'emballement. Et aujourd'hui, bien évidemment, les technologies numériques sont en train de créer un nouveau saut transformationnel pour les sociétés humaines. Alors, est-ce qu'on aurait imaginé, il y a une dizaine d'années, qu'une partie du travail deviendrait du télétravail, que des psychothérapies se dérouleraient en distanciel? Et entre parenthèses, il y a de ça 5 ans, j'ai créé avec Marc Cavalier, que je remercie beaucoup pour tout son apport, une UP numérique, puisqu'on était en plein Covid et qu'on n'a pas voulu annuler l'UP et qu'on a créé un système numérique. Qui aurait pu imaginer qu'on puisse faire cela? Qui aurait imaginé que des agents conversationnels comme ChatGPT se proposeraient de trouver des solutions aux états d'âme? J'étais au Liban il y a quelques semaines, je discutais avec une collègue, Marlène, qui me disait qu'elle a une patiente qui fait une thérapie en double, c'est-à-dire qu'elle vient à ses séances, mais entre les séances, eh bien, elle fait sa thérapie avec ChatGPT. Et d'ailleurs, Marlène s'est amusée elle-même à questionner ChatGPT sur, justement, en disant, voilà, je ne me sens pas bien, etc., etc. Et ce qui était très intéressant, c'est que dès le lendemain, ChatGPT prenait contact avec elle en lui demandant comment ça allait aujourd'hui. Serge Tisseron, avec humour, qualifie cela de câlinothérapie. Qui aurait imaginé que des enfants se désocialiseraient en restant rivés à leur tablette ou téléphone, avec accès sur Internet à des contenus violents et pornographiques, à l'insu de leurs parents? Alors ça, c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau. Les enfants mènent une vie parallèle. Les parents pensent, qu'ils sont un peu trop accrochés à leur téléphone, mais en fait, ils mènent une vie parallèle. Et ils se font très, très rapidement interpellés, accrochés par des contenus à caractère violent, sexuel, etc., quand ce n'est pas un hameçonnage par des pédophiles. C'est vraiment excessivement sauvage. J'ai eu un exemple clinique en supervision d'une collègue qui suivait une adolescente excessivement anxieuse, déprimée, avec des idées suicidaires, etc. Au bout de 2 ans, elle lui a dit que, en fait, dès l'âge de 13 ans, elle avait plongé dans le darknet. Dans son collège de très bonne banlieue, eh bien, circulaient entre les collégiens des logiciels d'accès au darknet. Et donc, elle avait complètement plongé là-dedans. Et quand on sait ce qui se passe sur le darknet, elle était honteuse de ça. Elle ne pouvait pas en parler. Et c'est avec beaucoup de honte qu'au bout de 2 ans, elle a pu dire à sa thérapeute ce qui s'était passé. Ouais. Donc, à la fois véritable support de communication, d'information, de création de liens sociaux, pouvant devenir aussi des assistants divers, ces nouveaux outils technologiques sont devenus omniprésents. Alors, ils sont omniprésents par leur nombre. Je vais vous donner quelques chiffres pour quand même situer l'enjeu. En France, selon l'édition 2022 du baromètre du numérique, les foyers français possédaient en moyenne près de 10 appareils numériques avec écran. Il est à noter que sur cette dizaine d'écrans recensés par foyer, 2,6 en moyenne n'étaient pas utilisés.
Ils le sont par le temps consacré à les consulter. Les Français de 15-24 ans déclarent regarder 5h21 minutes de contenu vidéo chaque jour. Vous vous rendez compte? 5h21 minutes de contenu. Quand on pense à ce que c'est une journée d'école, donc on rajoute quasiment un équivalent en vidéo. Donc vous imaginez ce que ça peut formater, hein, ce que ça peut impliquer du point de vue de la formation de l'esprit. Ça, c'est une étude de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, sur les tendances 2025 qui a été rendue publique là début avril. Ils peuvent être utilisés à tout âge, et cela a des conséquences redoutables sur le développement des jeunes enfants. Serge Tisseron, qui sera conférencier tout à l'heure, nous alerte depuis de nombreuses années sur ce fait. En avril 2025, plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de pédiatrie et la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ont publié une tribune conseillant l'absence d'écran jusqu'à 6 ans. Vous pouvez constater, hein, dans l'environnement que ce n'est pas le cas. Je veux dire, vous avez en permanence, on observe, des petits-enfants, hein, en poussette, avec des écrans, hein, et des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, hein, qui sont habitués à passer du temps, hein, avec des tablettes et des jeux sur les tablettes. Selon la cohorte ELF, qui est la première étude longitudinale française d'envergure nationale consacrée au suivi des enfants, il convient de noter que des enfants âgés de moins de 13 ans, vous entendez bien, âgés de moins de 13 ans, sont inscrits en nombre sur des réseaux sociaux, pourtant en théorie interdits aux moins de 13 ans. Ainsi, selon cette même étude, 58% des jeunes de 11-12 ans en 2021 avaient un compte sur au moins l'un des réseaux sociaux. Donc on voit comment très précocement, hein, les préados sont sur les réseaux sociaux. De son côté, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, a signalé que 45% des Français de 11-12 ans sont inscrits sur l'application TikTok. Autrement dit, hein, eh bien, nos jeunes, nos enfants, ils ne sont pas encadrés, ils sont exposés. Autre aspect, les réseaux sociaux, les technologies numériques captent l'attention et ils sont délibérément conçus pour cela. Alors voilà ce que nous en dit Anne Alombert, quelqu'un que vous pouvez lire, hein, qui est une philosophe qui est spécialisée concernant les technologies numériques. Les technologies numériques persuasives ont été conçues dans des laboratoires de recherche des entreprises et des universités de la Silicon Valley, sur la base d'une nouvelle perspective technoscientifique qui s'appelle la captologie. Et vous entendez bien le terme, hein, la captologie. Alors c'est quoi la captologie? Eh bien, c'est un assemblage, un agencement entre neurosciences, donc des chercheurs, hein, bien évidemment, qui se sont impliqués là-dedans, entre neurosciences, sciences cognitives, psychologie comportementale, design et informatique, afin de concevoir des technologies susceptibles d'influencer les comportements et les conduites des utilisateurs. Les fonctionnalités et les interfaces sont alors développées pour capter les attentions, renforcer des habitudes comportementales et provoquer des réactions réflexes en stimulant directement des processus cérébraux. C'est pensé scientifiquement. Alors ça touche à la sécrétion de dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir. Dès lors, les facultés de réflexion, d'interprétation, de décision, d'invention constitutives de la vie de l'esprit sont court-circuitées. Elles n'ont plus le temps de s'exercer. Ils saturent l'esprit par excès d'informations. Alors je vais vous parler d'un philosophe coréen
qui est professeur de philosophie à Berlin, en Allemagne, et qui s'appelle Byung-Chul Han. C'est intéressant, parce que c'est un philosophe qui refuse d'être enregistré. Et lorsqu'il se fait interviewer, il exige que ses interlocuteurs prennent des notes, mais il ne veut pas être enregistré. Hein, une façon de lutter contre une certaine forme de pensée et une certaine forme d'esprit. Vous savez qu'aujourd'hui, avec un enregistrement, vous pouvez tout à fait obtenir, par les procédés d'intelligence artificielle, une retranscription papier, et puis vous avez 50 pages, vous demandez une synthèse de 4-5 pages, et tout ça est fait automatiquement, et avec qualité. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ben d'abord, il parle de médiocratie, pour qualifier cette société de l'information, où l'usage des réseaux implique des discours très brefs, beaucoup d'images. Il précise que ce qui est suscité n'est pas la réflexion, mais des goûts et des attirances. Le divertissement est le critère principal. Alors, il ne parle pas du divertissement au sens pascalien. Pascal parlait du divertissement comme étant une nécessité, parce que l'homme n'arrive pas à faire face aux exigences éthiques, aux exigences de la morale, et il est obligé, en quelque sorte, aussi de se distraire pour, je dirais, se décharger du fardeau qu'il s'impose en voulant penser le monde et en voulant développer une éthique et une morale. Là, il ne s'agit pas de ce divertissement au sens pascalien, mais c'est vraiment, comment dire, une captation, et on peut dire à certains égards, au niveau des pulsions les plus élémentaires. Vous avez un biopic, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été écrit en 1953, qui s'appelle Fahrenheit 451. Alors, vous en rendez compte, écrit en 1953, publié l'année suivante, je crois. Et ce qui est intéressant dans ce biopic, c'est qu'il a totalement anticipé, en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette société qu'il décrit, ce qui est combattu, c'est le livre, mais les gens passent leur temps, en fait, les murs des appartements sont des écrans, et ils passent leur temps à être dans une mise en vie, une mise en scène virtuelle, et le but de l'existence, c'est ce plaisir virtuel, pris dans cet espace qui est un espace d'écran. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'administration Trump 2, un certain nombre d'États américains de droite ont interdit ce livre. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont pris cette décision d'interdire ce livre. Alors, apparaît, si vous voulez, à partir de là, une sorte de théâtrocratie, où il s'agit davantage de se mettre en scène que de raisonner. Le discours descend au niveau du show et de la publicité. La langue devient fragmentaire, l'espace public se dissout, les problèmes communs se dissolvent, la masse d'informations empêche toute forme de stabilité. On ne comprend plus, on ne sait plus, il n'y a plus de savoir, d'expérience constituée et fiable. On assiste à une fragmentation de la culture. Alors ici, la valeur d'une information ne dépend pas de sa vérité ou ne dépend pas de la qualité de ses sources. Elle dépend essentiellement de son potentiel d'excitation. Les fake news prennent le pas sur la vérité. Elles suscitent plus d'attention que les faits. C'est la guerre de l'information qui est utilisée comme une arme. Des robots sont programmés pour diffuser de l'information. 70% de l'information est générée par des intelligences artificielles. Voilà. Très inquiétant. L'image destitue le discours rationnel au profit de l'affect,
du plaisir immédiat. On assiste à la prolifération des mèmes. Alors ce sont des images, vidéos, textes humoristiques très courts qui se propagent rapidement sur Internet, devenant viraux et servant à exprimer des sentiments, opinions ou idées de manière ironique ou satirique. Dans l'environnement numérique, l'autre est en train de disparaître. Ce qui est en jeu est moins de savoir, ce qui est en jeu est moins le savoir qu'une identité autour d'opinions. Et si l'opinion se rattache à une identité, eh bien l'opinion devient indiscutable, car il s'agit de mon identité. Donc les opinions deviennent sacrées, et on combat celui qui n'est pas d'accord et qui met en péril mon identité. Donc cela aboutit à une polarisation des opinions. Ils prennent en charge des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Alors il y a un événement qui s'est passé, qui a débuté en 2023, qui s'est terminé à la fin de l'année 2023, c'est la grève des scénaristes à Hollywood. Et cette grève est très intéressante parce que les personnels ont gagné, puisqu'il s'agissait finalement que les scénaristes soient remplacés à terme par des productions générées par les intelligences artificielles. Et donc, les scénaristes d'Hollywood ont réussi à gagner ce combat. Mais alors, est-ce que cet exemple sera à terme renouvelable? Parce que ce à quoi on assiste, potentiellement pour le futur, eh bien, c'est au remplacement d'un certain nombre de tâches, puisque nous sommes dans une société de services, il faut le dire, au remplacement d'un ensemble d'acteurs, salariés, etc., par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, 2/3, à peu près, dans notre société, 2/3 des postes professionnels constituent en fait des prestations de services. Alors, on peut nommer, par exemple, les avocats, on peut nommer les comptables, on peut nommer les traducteurs, mais on peut nommer aussi les psychopraticiens. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent très très sérieusement pour construire des agents conversationnels qui pourront interagir avec les personnes à des fins thérapeutiques. C'est en travail de façon très très sérieuse. Voilà, et donc on peut se poser la question, mais que va devenir notre univers social si un ensemble d'emplois sont détruits? Vous savez que quelqu'un comme Elon Musk, dans ses perspectives, envisage un salaire universel. Ça veut dire que c'est vraiment, ça commence à être pensé par ces pontes de la Silicon Valley, le fait qu'effectivement, à terme, énormément de services seront pris en charge par les intelligences artificielles. Et ce ne sera pas gratuit. Et vous voyez qui ça va enrichir. Alors, derrière tout ça, il faut le dire, il y a quand même un nouveau pouvoir qui est à l'œuvre. Tout cela n'est pas un projet de société qui, organiquement, écologiquement, ferait évoluer le bien commun qui fait société et culture. Il s'agit d'un nouvel impérialisme. Nous sommes loin des petits gars sympathiques en jean et en basket, vous les voyez là sur l'image. Ce sont Steve Wozniak et Steve Jobs, ce sont les deux créateurs d'Apple, qui bricolaient leurs premiers ordinateurs dans leur garage. Aujourd'hui sont à l'œuvre, derrière les technologies numériques, de grands acteurs privés du complexe techno-industriel américain qui sont partis à la conquête de nos esprits et de notre attention et qui pillent sans leur consentement les données privées des individus qui sont pris dans une
servitude volontaire automatisée. Quand on parle d'hybridation entre technologie et culture, on voit bien hein, comment la technologie modifie nos modes d'être et nos modes de relation, hein, et est en train de s'attaquer à nos structures sociales et démocratiques. Je vais le développer. Stargate, vous en avez entendu parler, hein, le projet du président Trump sur les intelligences artificielles et ses concurrents vise un contrôle total de la population et une théorie du bonheur qui converge avec celle du Parti communiste chinois. Voilà sur la photo, là, l'homme le plus grand, hein, parmi les trois qui sont aux côtés de Trump, c'est Larry Ellison. Alors Larry Ellison, c'est le cofondateur d'Oracle, qui est une entreprise gigantesque de gestion de bases de données. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur sympathique? Il dit la chose suivante. Les citoyens se comporteront mieux parce que nous surveillerons et enregistreront tout ce qui se passe. Vous entendez bien? Ce n'est pas, comment dire, le président du Parti communiste chinois. Hein? D'accord? Hein? Nous sommes là, hein, du côté donc, de l'administration Trump et de la société américaine. Hein? Alors, Larry Ellison est le deuxième homme le plus riche au monde, hein, après Elon Musk. Alors, dans cette histoire, eh bien, ils ont besoin d'avoir les coups des franges, ces gens-là. Et donc, pour eux, il s'agit de détruire un ancien régime, celui des sociétés démocratiques, d'éliminer les anciennes élites sociales, démocrates et libérales. Écoutez tous les discours hein, systématiques de l'administration Trump aujourd'hui. Ils déconstruisent la société. Hein, c'est vraiment un programme. Hein, et donc de déconstruire notre organisation sociale actuelle pour accélérer le mouvement en cours. Et ils en ont le pouvoir. Hein, parce que les moyens technologiques dont sont propriétaires cette élite leur permet d'influencer les opinions publiques au travers des réseaux sociaux. Alors on en a un exemple tout à fait récent. Hein, concernant les élections au mois de mai en Roumanie et en Pologne, eh bien, les contenus d'extrême droite étaient 3 fois plus diffusés que les autres contenus sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, vous avez quand même l'attitude de J.D. Vance quand il est venu parler aux représentants des nations européennes. Vous avez vu ce qu'il a dit, hein? Il a dit que le problème, c'était l'Europe, que le problème, c'était les démocraties européennes. Hein? Et vous avez vu ce qu'a fait Elon Musk, qui est allé soutenir le mouvement pro-nazi en Allemagne. C'est quand même sérieux, cette histoire. Hein? C'est quand même assez grave, pour ne pas dire très grave. Alors, si on regarde maintenant du côté... Il reste 5 minutes. Ben, si on veut échanger avec la salle... Oh, pardon. Pardon. Je vais quitter les discours politiques et aller sur d'autres perspectives. Hein? Donc, protéger notre bien commun. Notre bien commun, c'est quoi? C'est notre façon de... Vous avez retrouvé ce qu'a dit Maud en introduction. Notre bien commun, c'est notre façon de vivre ensemble, de co-construire la société humaine dans laquelle nous vivons. Cela concerne des niveaux d'organisation sociale que sont la famille, l'école, les groupes associatifs divers, les organisations professionnelles, les institutions sociales et politiques. Ce que nous faisons aujourd'hui en est un très bon exemple. Voilà, nous protégeons un bien commun, qui est celui de la psychothérapie. À notre niveau, nous participons à la protection de ce bien commun. À tous ces niveaux-là, ce sont des types de liens interpersonnels qui œuvrent.
Ils sont faits d'échanges émotionnels, d'actions interactives, de paroles, de transmissions, de décisions, qui en boucles successives fabriquent des univers qui sont aussi des univers d'appartenance, avec des règles implicites et explicites. Univers sur lesquels nous pouvons compter et pour lesquels nous comptons. C'est là que se crée l'humain. Nos esprits ne sont pas dans nos têtes ou dans nos neurones. Ils circulent entre les individus et les générations, à travers des milieux toujours à la fois techniques, symboliques et sociaux. Alors, bien sûr, chaque type de lien doit être, regardé du côté de sa qualité. Parce qu'il y a des liens qui libèrent. Hein. La relation avec autrui amène de la liberté. Être libre, c'est trouver sa place parmi les autres. Hein. Être libre, on pourrait dire, c'est choisir ses dépendances. Je m'apparais au contact des autres. Vous voyez, c'est tout le contraire de la représentation individualiste que l'on essaie de mettre en place. Alors, bien sûr, et il faut le considérer, il y a aussi des liens qui oppressent ou fragilisent. L'absence de reconnaissance, la relation inégalitaire, le sentiment d'infériorité créent de l'angoisse. Et je pense que Marie-France Irigoyen, bien évidemment, va traiter ce sujet un dimanche matin. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas le temps d'échanger, c'est tout. Non, il y a encore dans 5 minutes. Alors, je vais sauter. Non, vas-y, c'est bien. On se régale. Après, on a une demi-heure d'échange en fin de journée aussi. Vous voyez, donc on peut... Vas-y. Bon, je finis avec cette partie. Hein. Trouver un art de vivre avec le numérique. Les technologies numériques font définitivement partie de notre monde moderne et vont, au gré de leur évolution, continuer d'influencer l'évolution de notre réalité sociale et culturelle. Hein, on ne va pas vivre sans ces outils. Donc il nous appartient individuellement et collectivement de trouver un art de vivre avec le numérique. Voilà quelques recommandations que je m'adresse et que je vous adresse. Ralentir chaque fois que possible. Notre société est celle de la vitesse, à l'image des ordinateurs qui vont de plus en plus vite. Ce temps des machines n'est pas celui de l'humain. Le contentement d'être, la saveur de l'existence suppose des moments de non-temps, des pauses régulatrices et intégratives. Autre recommandation, s'extraire suffisamment de formes de divertissement numérique qui nous installent en mode dégradé, perception, émotion de base, plaisir, en court-circuitant nos fonctions de contrôle. Reprendre le contrôle, justement, en établissant des règles, des repères concernant les usages des technologies numériques, comme par exemple la règle des 3-6-9-12, créée par Serge Tisseron, et qui nous en parlera certainement tout à l'heure. Hein. Mais il y a des choses très simples à faire, hein, comme fermer les écrans 30 à 60 minutes avant le coucher, pas d'écran avant d'aller à l'école, instaurer des moments sans écran, repas, temps de loisirs, etc. L'éducation numérique, et ça va du bébé à l'adulte, hein, ça ne s'arrête pas aux enfants, hein, ça va du bébé à l'adulte. L'éducation au numérique est une éducation au même titre que le reste. La médiation de l'adulte y est essentielle, au travers d'activités numériques partagées qui font l'objet d'échanges, de partage, d'apprentissage. Il faut arrêter de laisser les enfants seuls avec leurs tablettes et leurs téléphones. Éviter que les écrans deviennent des doudous ou des babysitters. L'ennui, je dis bien l'ennui, à un certain degré est essentiel. Cette suspension du faire est la condition même de la rêverie, matrice du désir. Donner toute sa valeur aux interactions incarnées, dans la rencontre interpersonnelle avec l'autre, avec les autres.
C'est un bien précieux qu'il ne faut pas abandonner aux relations asynchrones qui sont celles des réseaux sociaux. En fait, je pense qu'il faut vraiment commencer à apprendre à regarder ce qui constitue fondamentalement les structures sociales et les structures culturelles. En fait, vous voyez, un groupe comme celui-ci, en fait, a énormément de valeur et on ne le sait plus. Et il nous faut vraiment réinvestir tous les types de groupes. Ça passe par l'amitié, bien évidemment, mais ça passe par la vie associative, ça passe par le fait d'investir des structures comme les élections, hein, comme le fait d'aller manifester, comme le fait aussi de pouvoir adhérer à des syndicats. Hein. On ne protégera les métiers que si on a des syndicats forts. Hein. Et donc, vraiment réinvestir les groupes, à mon sens, hein, est absolument une nécessité. Et donner de la valeur à cela. Hein. Voilà. Alors, je crois que je vais arrêter là. Parce que je voudrais vous entendre, je voudrais connaître vous-même vos propres regards sur ces évolutions technologiques. On sait que les choses peuvent évoluer très rapidement. Il y a par exemple, j'ai le témoignage d'une directrice d'école à Rio qui a vu vraiment le climat de son école complètement évoluer à partir du moment où elle a complètement interdit l'usage des téléphones, bien évidemment dans les cours, mais aussi dans les cours de récréation. Et il y a comme, si vous voulez, une espèce de résilience qui s'est tout de suite mise en œuvre, et les enfants se sont remis à se socialiser, à jouer ensemble, etc. Donc je pense que les choses peuvent aller vite si collectivement on prend les choses en main. Hein. Ben voilà, je vais arrêter là, puis je vais me relier à vos propres réflexions et à vos propres informations sur le sujet. Merci beaucoup, Eric. Ah bah oui, on t'écouterait encore 1 heure. Alors je me suis dit que c'était pour peut-être un webinaire PsyAPO que vous tenez là. Il a déjà tout préparé. Il peut parler encore 1 heure de plus. Juste une remarque avant de vous passer la parole, bien sûr. Il y a un autre précurseur aussi pour moi, c'est sur la question du divertissement, c'est Guy Debord, la société du spectacle. Voilà, tu vois, t'as le divertissement pascalien et le divertissement de Debord qui a tout à fait alerté aussi sur, à l'époque, on parlait de télévision, de divertissement, etc. Voilà. La société du spectacle. Son livre que je vous recommande, c'est toujours autant d'actualité, alors qu'il doit avoir, je ne sais plus, 40 ou 50 ans. On vous passe la parole, allez-y. Il y a Sandra et Hélène qui ont des micros pour les réactions, les questions. En attendant que la première question vienne, je voudrais juste rajouter une chose à ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de l'ennui et de l'importance de l'ennui, et tu disais que c'était la matrice finalement du désir. Ce que les neurosciences nous montrent aussi aujourd'hui, c'est que c'est de là que viennent les insights et nos idées. C'est-à-dire que clairement, pour innover, pour pouvoir être créatif, pour pouvoir avoir des idées, c'est vraiment ce temps en fait de latence où on laisse les choses. Voilà. Et c'est un paradoxe, tu vois. Bernard Stiegler, par rapport à l'accélération du temps, parle justement d'un temps infini, et ce temps infini, c'est celui de l'insight. Luc, P40, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai passé un bout de ma vie dans ces nouvelles économies, chez un GAFAM. Petit témoignage à ce sujet et qui est assez évident, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une bascule et qui s'appliquait à tous ces éditeurs de logiciels. On a cessé d'appeler des clients des clients, et on s'est mis à les appeler des users, qui est devenu le nouveau terme, et il y a eu des recherches qui ont été faites, en tout cas des parallèles qui ont été faits. Les users, c'est comme ça qu'on appelle les consommateurs de drogue. Voilà.
Ça a été consciemment et sciemment amené dans le modèle et dans l'idéologie de la couverture de ces plateformes sur la société. Moi, je voudrais juste faire non pas pour amenuire le discours que tu as tenu, mais le rendre beaucoup plus social et beaucoup plus proche que nous, aujourd'hui, des gens qui travaillent des personnes en France qui travaillent dans le digital, c'est 5% de la population. Donc c'est à peu près 1 million de personnes. Et toutes ces personnes sont, par, on va dire, volonté entrepreneuriale, aujourd'hui très enclins à utiliser les plateformes créées par ces mastodontes, mais dont ils ne sont pas aussi prescripteurs. C'est-à-dire que les populations qui utilisent les plateformes de l'IA, c'est une vraie mécanique de plateforme, sont eux aussi, quelque part, les créateurs de ces contenus. C'est pas quelques personnes, c'est beaucoup plus social et beaucoup plus tissé dans la société, beaucoup plus économique que ça. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que je pense que c'est important, dans le sens où c'est pas quelques idéologues aux manettes, mais c'est véritablement un phénomène économique et social. Et ensuite, pour revenir sur le sujet et plutôt mon questionnement à moi, parce que j'ai aussi plusieurs patients qui arrivent avec cette question de l'IA en cabinet et qui comparent également mes réponses à ce que ChatGPT... Alors, c'est pas ChatGPT en l'occurrence, hein, c'est des gens, encore une fois, des entrepreneurs qui utilisent la plateforme ChatGPT pour eux-mêmes créer une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir gagner de l'argent. Là aussi, la mécanique est intéressante, avec toute l'inconsistance ou l'incohérence qu'il peut y avoir dans cet usage, et en tout cas celui qui crée et celui qui utilise. Si ces doudous sont créés, si socialement et économiquement nous sommes très attachés à ces doudous, le peu, en tout cas les éléments en nous, en thérapie, qui nous ont été transmis, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un enfant se sépare de son doudou? C'est d'être rassuré, c'est d'être aimé, c'est d'être encouragé. Voilà. Bon, si le phénomène est social, qui va faire ce tiers rassurant, et quelle place, nous, thérapeutes, on peut avoir dans cette histoire? C'est ma question. Excellente question. Moi, ce sur quoi j'insiste, hein, c'est que, quels que soient les éléments technologiques, que ce soit l'utilisation d'une flèche avec son silex, que ce soit l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, ça nécessite la médiation par les adultes. C'est là où se situe, à mon sens, l'intégration de ces nouvelles technologies. Mais si on laisse les enfants, les adolescents, les adultes seuls face à ces outils, et s'il n'y a pas ce travail d'éducation qui demande une médiation, à ce moment-là, bien évidemment, on va laisser le pouvoir, en quelque sorte, à ceux qui détiennent ces outils et qui sont quand même, pour certains, pas très bien intentionnés. Ouais. Merci beaucoup, parce que c'est un des thèmes qui m'inquiète beaucoup. Alors moi, un des phénomènes que je trouve qui est assez grave aussi, c'est l'absence de responsabilité. C'est que la responsabilité, on n'a plus d'interlocuteur. Quand par exemple, tout le côté administratif, on n'a pas d'interlocuteur, il y a quelque chose qui se dilue complètement, et du coup, la responsabilité, on ne sait pas où elle est. Et ça, moi, c'est une des choses qui me désoriente, par exemple. Et aussi, alors là, tu as bien dit comment ça s'appelle? Les hommes, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont à la tête de tout ça. Mais c'est vrai que dans ceux qui programment tout ce qui est IA, il y a quand même un pourcentage d'hommes, il y a très peu de femmes et beaucoup de blancs aussi. Ça intéresse aussi plus globalement. Aussi. Et notamment, j'avais entendu une émission sur l'intelligence artificielle en médecine. Une fois, une personne noire qui ne répondait pas normalement parce qu'ils avaient complètement oublié. Tout avait été programmé par une peau blanche, pour une peau blanche. Quoi. C'est-à-dire qu'on a il y a un formatage qui est fait. On est de plus en plus formaté. Voilà. Non, bien évidemment. Bien évidemment, les contenus, ce sont ceux que l'on injecte.
Et donc il y a une véritable guerre culturelle qui est à l'œuvre actuellement. Hein. C'est très clair de ce côté-là. Bonjour, Juliette Loinger de P41. Est-ce que tu pourrais nous faire un lien avec la psychopathologie? Et je me pose la question de savoir à quel moment en fait, on parle d'addiction, parce qu'en fait l'utilisation de ces technologies sont tellement communes que j'ai l'impression que on paraîtrait tous être en fait complètement addicts à ces technologies. Voilà, dans quel, je pense, au pôle enfin, voilà. D'accord. En fait, c'est pas du tout sûr qu'il y ait de l'addiction. Regardez, on pourrait tous dire que nous sommes addicts à notre voiture, par exemple. Non, ce sont des modes de vie. Ce qui est clair, c'est que, comment dire, comme ça a été bien nommé, ce sont les liens interpersonnels qui sont quand même très mis à mal dans tout ça. Et comme la question donc des appartenances, de pouvoir s'inscrire dans des groupes dans lesquels il y a des règles, dans lesquels il y a des façons d'appartenir, etc. Tout cela est très mis à mal avec les réseaux sociaux, et donc, bien évidemment, c'est générateur d'anxiété. Mais de ce que j'ai lu jusqu'à présent, il n'y a pas une flambée, comment dire, d'un point de vue psychopathologique. Hein. Bien sûr, il y a, comment dire, les jeunes sont plus anxieux. Hein, les jeunes aujourd'hui, hein, ça a été dit, ont un sentiment de solitude accru. Donc il y a un mal-être. Mais en termes strictement de psychopathologie, il n'y a pas une augmentation de la psychopathologie. Après, les personnes qui, je dirais, ont des problèmes psychopathologiques, je pense par exemple aux préados ou aux ados, vont avoir, eux, des conduites beaucoup plus addictives. Hein. Mais on ne sèvre pas, on ne fait pas le sevrage du téléphone, des réseaux sociaux avec des médicaments. Hein, bien évidemment, il y a un moment qui est difficile, le moment où on fait le sevrage, où on arrête. Il y a une expérience du manque, mais qui ne va pas du tout déclencher ce que déclenche le manque de l'alcool ou le manque d'une drogue. Hein, voilà. Et donc, non, notre société, elle crée beaucoup plus de solitude, elle crée beaucoup plus d'anxiété, mais on ne peut pas parler d'une problématique psychopathologique. Peut-être, il y a juste une intervention ici. Je voudrais juste ajouter, moi j'ai eu une intervision avec un spécialiste des questions d'addiction numérique il y a pas longtemps, et malheureusement je ne me rappelle pas les critères, mais si tu cherches, je crois, sur l'OMS, il y a 4 critères, sauf erreur, extrêmement spécifiques en fait, qui te permettent de poser finalement un diagnostic d'addiction, enfin de constater une réelle addiction. Et c'est assez restrictif en fait, hein, beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y avait une intervention ici. Oui, mais alors, il y a quelque chose très rapide si vous voulez bien, parce qu'il faut vraiment qu'on s'arrête dans... J'avais la main dans 2 simplement minutes. une question. Tout à l'heure, Eric, tu parlais de l'importance d'avoir une démarche collective pour changer, enfin, pour mettre en place des mesures qui permettent de sortir de ça. Je pense notamment dans le cas où c'est pas possible. Et je pense notamment aux enfants ou aux préados, ados, qui sont par exemple privés d'avoir un téléphone ou privés d'avoir une tablette à la maison et qui peuvent se sentir parfois exclus d'un groupe où justement tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde fait quelque chose que l'enfant ne va pas pouvoir faire. Et je voulais savoir dans ces cas-là si tu avais des conseils à partager ou simplement une vision. C'est toujours la difficulté d'éduquer, hein, puisqu'il va y avoir une tension, forcément, entre, comment dire, des tendances collectives qui ne sont pas forcément souhaitées par le milieu familial, et puis l'enfant qui circule entre différents milieux. Et grandir, c'est apprendre à vivre ce type de tension. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, par exemple, les fameux propriétaires des GAFA, etc., eux, ils ont élevé leur enfant en dehors des technologies numériques. Hein,
Et que bien évidemment, si on limite ce type de support, il faut leur proposer autre chose. Donc ça suppose une assez forte culture familiale. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, hein, les niveaux sociaux qui sont les plus en danger avec cette nouvelle technologie ne sont pas du tout les niveaux aisés et élevés. Ce sont les personnes de bas niveaux sociaux qui sont éreintées par leur vie professionnelle, qui est fractionnée, etc., qui sont confrontés à des problèmes de survie permanents, les foyers monoparentaux, hein, avec donc généralement des mamans qui ne peuvent pas, qui n'ont ni les moyens ni le temps de pouvoir s'occuper comme elles le souhaiteraient d'ailleurs de leurs enfants, et donc ces enfants sont très exposés aux écrans. Voilà. Après, si vous voulez, cette éducation, il faut qu'on la développe. C'est-à-dire que quand les téléphones sont arrivés, quand les smartphones surtout sont arrivés, les caméras frontales qui permettent de se filmer, etc., etc. Enfin, tout ça, tout le monde l'a subi de front. Personne n'était en mesure de penser les choses. Aujourd'hui, on est en mesure de les penser. Et donc, l'éducation numérique, elle se fait dès le berceau maintenant. Hein, et je pense que c'est comme ça que les choses, petit à petit, vont progresser. Ouais. En fait, il n'aura pas le temps de répondre. C'est pas grave. J'ai pas besoin de réponse, moi. C'est une réflexion. Sur plusieurs choses qui ont été dites sur la psychopathologie et par rapport à ton introduction, l'importance de la démocratie. La démocratie, c'est justement ne pas être identifié à son opinion, mais pouvoir débattre d'idées. Et pour faire écho à la question, c'est-à-dire que nous sommes au bord de basculer dans une société très état-limite. Il y avait déjà beaucoup de choses, mais là c'est une société d'opinion et de manipulation, avec tout ce que tu as dit. Mais je voulais, et ça va dans le sens de ce que tu disais Eric, c'est-à-dire qu'on voit que nous sommes en train de commencer à penser ce que nous avons subi, puisqu'il y a maintenant des cafés où les gens déposent leur téléphone et ils ne l'ont pas pendant 3-4 heures. Comme ça, ils discutent avec les gens, où ils lisent, ils se concentrent. Ça paraît complètement fou qu'on ait besoin de créer ça, mais c'est en train de se faire. Pour que les gens retrouvent le lien, il y a des soirées comme ça où tout le monde pose son téléphone dans un panier et n'a pas le droit de l'utiliser pour vraiment être ensemble. Et il y a des psychologues spécialisés qui commencent à se spécialiser dans l'accompagnement des familles quand ils ont des adolescents qui sont dépendants à leur téléphone, mais dépendants, c'est-à-dire qu'ils y passent 10 à 16 heures par jour sur leur téléphone. Donc il y a des choses qui sont quand même en route. Et j'entendais sur un réseau social un monsieur qui nous alertait sur, vous savez, ceux qui vous appellent les arnaqueurs, je suis votre banque avec le numéro de la banque, vous avez reçu un code, tout de suite réagissez, etc. Et il expliquait qu'on n'est même pas au courant, mais que maintenant avec le eSIM, les arnaqueurs peuvent prendre notre eSIM et donc avoir tous nos codes. Et donc, les arnaques vont être monumentales. Et donc, on lui disait, c'est quoi la solution? Il disait, devenez paranoïaque. Bon, devenez paranoïaque, mais au-delà de ça, moi, c'est mon côté très positif, je pense que dans l'absolu, nous allons revenir au présentiel. C'est-à-dire parce qu'en plus, avec ChatGPT, ils peuvent maintenant faire semblant que c'est notre conseiller bancaire qui est en ligne avec nous et qui sait tout. Donc on va revenir aux vraies valeurs du présentiel, du mot écrit sur papier, et je pense, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est quelque chose qui se présente et qui fait quoi ce que tu disais, c'est-à-dire le groupe, la thérapie de groupe, le partage, la bonne table, etc. J'ai fini. Merci beaucoup, merci Eric.